Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Alex et je vous retrouve aujourd'hui pour notre quotidien numéro 40 de ce vendredi, alors il y a Damien qui me parle, du vendredi 22 mai 2015, la dernière de la semaine et nouvelle dizaine, donc vu que c'est la numéro 40, je sais pas ce qu'il il est en train de se moquer de moi Damien. Petit chenapan. Une quotidienne divisée en trois parties comme d'habitude, avec bien entendu vos actus, quelques petites actus des univers jeux vidéo et high-tech, des actus un petit peu marquantes du jour. Et puis ensuite on parlera un petit peu de la chaîne en elle-même. On fera un petit point sur le nombre d'abonnés, bien entendu, vous le savez. Alors je cherche les options. Voilà. On fera un point sur les abonnés, on fera un point sur vos commentaires sur la quotidienne d'hier auquel je répondrai. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Pour compenser le soleil qui s'est caché. Et il revient maintenant, mais c'est une blague, tu te fous de moi. Et puis on terminera avec le petit racontage de vie habituel. Voilà, hop, une minute, on est parti. C'est bien, une pile poil une minute pour l'intro. Allez, on est parti avec les actus, on commence avec le jeu vidéo comme d'habitude, avec une petite info E3. Bah ça se rapproche, c'est dans 3 semaines. Dans une semaine, il y a la Google I.O. Microsoft qui fera une conférence pour l'E3 comme d'habitude, comme chaque année, ça sera lundi 15 à 18h30 et elle durera 1h30, donc on pourra aller manger à 20h, pas avant. Voilà pour cette petite info. The Witcher 3 encore et toujours, avec ces histoires de downgrade. Il y en avait qui disaient oui, le jeu il a été downgrade, il est moins beau, nanana. Et donc du coup les développeurs ils se sont sentis obligés de répondre à tout ça. Ils nous expliquent qu'en fait oui, ce n'est pas le même rendu qu'en 2013 quand ils nous ont montré le jeu pour la première fois, parce qu'il était quand même un niveau au-dessus, on va dire, c'était quand même un peu plus joli, mais c'est pas un downgrade à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils ont montré en 2013 des images du jeu déjà pas finies, et puis surtout il n'y avait pas autant d'items sur la fin, genre il n'était pas aussi gros que maintenant, et donc du coup ils ont été obligés de revoir un petit peu leurs ambitions à la baisse, parce qu'ils pouvaient pas se permettre de faire ça, de sortir le jeu tel qu'il était en 2013, parce qu'il aurait été beaucoup trop gourmand, et déjà qu'à l'heure actuelle on n'arrive pas à faire, tout le monde n'arrive pas à faire 60 images secondes sur le jeu, même avec des grosses cartes, ben voilà, du coup ils ont préféré passer le truc à la baisse. Il est aussi un peu comme ça à cause des consoles, mais maintenant, ils nous expliquent très simplement, et ils ont tout à fait raison, qu'en fait, le jeu n'aurait pas pu sortir tel quel s'il n'y avait pas eu les consoles, parce que qui dit console dit plus de ventes potentielles, dit plus d'argent, dit plus d'investissement, et donc plus de retombées financières par la suite, donc on peut le comprendre tout à fait. Cela dit, ils travaillent à d'autres choses. Ils sont en train de nous dire, on va voir ce qu'on peut faire pour les joueurs qui ont acheté le truc par rapport au rendu de 2013, et ils disent que c'est pas juste et qu'ils vont essayer de rendre des options disponibles pour améliorer encore le moteur graphique. Donc on verra si c'est le cas ou pas. Il y a une mise à jour hier qui est arrivée pendant que je tournais la quotidienne, qui a amélioré un petit peu les performances apparemment. Alors je peux pas juger parce que j'ai essayé la mise à jour avec ma nouvelle carte graphique, donc du coup j'ai pas pu faire avant-après sur la même carte, mais ils ont rajouté aussi un système de FXA qu'ils n'avaient pas avant, et donc on verra s'ils rajoutent d'autres trucs plus tard. On peut déjà bricoler pas mal le jeu avec les fichiers IANI et compagnie, donc c'est plutôt pas mal, mais voilà, je pense qu'ils ont raison de le dire, et encore une fois, on a déjà eu la mauvaise expérience, encore pire d'ailleurs avec Watch Dogs il y a quelques temps, enfin il y a 2 ans maintenant, il y a un an, le jeu est sorti il y a un an. Il faut pas se fier à ce qu'on nous montre à l'E3 ou quand on nous présente le jeu, parce que soit c'est précalculé, soit ça tourne sur des trucs complètement modés que personne jamais pourra se payer sauf si vous êtes riche, et du coup voilà, il faut vraiment pas moi j'arrête maintenant, je me suis habitué à pas me foutre du hype comme ça, parce que Watch Dogs ça a été je pense une grosse claque pour tout le monde, franchement, beaucoup de monde a été déçu, et je pense que du coup ça a calmé pas mal de monde. Autre info, YouTube qui s'améliore un petit peu en termes de streaming, donc ça c'est bien, et ça sera bien pour moi quand je ferai du stream après, quand j'aurai la fibre, voilà, donc c'est pas tout de suite. YouTube qui se met à jour, alors bien sûr j'ai encore ces problèmes de pub de merde, et YouTube qui se met à jour et qui permet de streamer en Full HD et en HD à 60 images secondes. Donc oui, on pouvait déjà avoir des vidéos en 60 images secondes. Là maintenant, on peut streamer à 60 images secondes. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc si vous êtes fibré, que vous voulez vous faire plaisir et faire plaisir à vos viewers, eh bien n'hésitez pas, voilà, tout simplement, c'est bien. Après il faut qu'ils aient la connexion qui suive derrière. Donc d'ailleurs je me demande si YouTube repropose derrière un flux à 30 images secondes qui pompe moins en bande passante. J'ose espérer que oui. Normalement les vidéos qui sont envoyées en 60 images secondes sont aussi disponibles en 30 images secondes. Pas sûr d'ailleurs, je crois qu'il y a que du Full HD 60.
si elles sont uploadées en 60. À vérifier, tiens, vous pourrez me dire si vous le savez, je regarde pas beaucoup de contenu en 60 images secondes de mon côté, mais parce que j'en trouve pas déjà. Donc si vous le savez, vous pourrez me corriger dans les commentaires. Et ouais, vous servez à ça aussi un petit peu. J'aime bien, je vous laisse un petit peu de travail, c'est un petit peu interactivité quand même. Bon, du coup c'est pas mal. Et puis aussi une fonction rembobinage et lecture accélérée en x1.5 et x2. Et il faudra un navigateur compatible HTML5, ce qui est à mon avis le cas de chez tout le monde maintenant, pour pouvoir en profiter. Need for Speed, le Need for Speed. J'ai pas eu ma dose l'an dernier, donc il était temps. Need for Speed, le reboot, tout simplement. Le jeu s'appellera Need for Speed cette année. Ils ont montré un premier teaser hier qui donne pas vraiment d'informations, donc c'est vraiment pour dire on fait un Need for Speed. Il s'appelle Need for Speed. Et en gros, c'est venez nous voir à l'E3, on vous montrera plus de trucs sur ce nouveau Need for Speed. C'est quoi? Je crois que c'est... Alors, je sais plus, je trouve plus l'information. C'est Ghost, voilà. C'est Ghost Games qui fait le jeu. C'est eux qui ont fait le dernier en date, à savoir Rivals. Donc, ils ont quand même eu 2 ans pour le faire, au lieu d'une année habituellement. Donc, c'est bien. Je pense on part sur un bon épisode. Rivals, c'était plutôt bon. Franchement, moi, je m'étais bien éclaté dessus, avec Omi et compagnie. Enfin, avec des amis que vous connaissez pas. Avec Omineral qui était avec nous d'ailleurs dans le live. Dans le live des 1000 abonnés, il était avec nous. On s'était bien marré sur un NFS Rivals. On en avait parlé d'ailleurs d'NFS Rivals dans le live. Avec la BM rose avec écrit Swag dessus. Voilà, c'était Omi. Donc on aura des infos à l'E3. Et dans le teaser, en fait, on voit... Enfin, le trailer plutôt. On voit en fait, voilà, des belles caisses un petit peu plus tunées que d'habitude. Et dans un environnement urbain nocturne avec de la police. Donc... Peut-être un Need for Speed, un petit peu Need for Speed Underground. Alors ça plairait à certains, moi ça me botte pas plus que ça, parce que pour moi Need for Speed, et c'est ça d'ailleurs qui m'énerve un peu, parce qu'il y en a beaucoup qui disent retour aux sources. Non, les sources de Need for Speed c'est pas Underground. Underground c'était le 7ème Need for Speed, ça qu'il faut que vous compreniez. Il y en a eu beaucoup, enfin il y en a eu 6 avant, et les sources de Need for Speed c'est des belles caisses, pas beaucoup de tuning, et donc des grosses bagnoles dans des super environnements avec les filles qui te courent après. C'est ça Need for Speed à la base, c'est pas Kiki Land Need for Speed, c'est pas ça. Du coup, qu'on me dise pas c'est les sources, parce que non, les sources c'est pas ça Need for Speed, je suis désolé. Maintenant, je sais que ça plaît à beaucoup. Il y en faut pour tous les goûts, je sais aussi. Maintenant, je pense que ça serait peut-être plus judicieux de créer une vraie licence dédiée à des courses de bagnoles tunées. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est un peu comme moi et qui préfère ne pas avoir beaucoup de tuning. Moi, je m'en fous du tuning, je m'en bats les couilles, quoi. C'est un truc... je veux dire, c'est à la base le jeu vidéo. Alors, certes, tout le monde ne peut pas tuner sa voiture parce que ça coûte de l'argent et tout le monde n'a pas envie de le faire. Mais je veux dire, je préfère jouer à un jeu vidéo pour rouler à 300 km/h sur une autoroute et me faire courser par des flics, plutôt que de tuner une voiture. Tuner une voiture, on a plus l'occasion de le faire IRL ou d'en voir IRL, plutôt que des grosses bagnoles ou rouler à je ne sais combien sur les autoroutes avec les flics derrière. Donc après, c'est un choix. C'est un choix, moi je préfère ça. Maintenant ça plaira pas, on verra, ça se trouve ça sera un épisode intéressant si nous rajoutent bien une dose police comme il y avait dans Rivals, dans un univers underground, et qui font un bon mix des deux. Pourquoi pas, ça peut être un bon opus et ça peut être intéressant et plaire à tout le monde, donc je dis pas non. Je dis, on verra le 3. Et puis la news un petit peu what the fuck du jour qui se classe dans les jeux vidéo. On va parler un petit peu de réalité virtuelle, mais non pas d'Oculus Rift, de HTC Vive ou de Morpheus. Non. On va parler de Dior. Oui, Dior. C'est, vous savez, ceux qui font de la mode. Dior. Voilà, le couturier. Christian Dior. Avec de la réalité virtuelle. Oui, c'est possible. C'est possible. Ils vont proposer dans le mois prochain dans leur boutique, notamment à Paris, le Dior Eyes, un casque de réalité virtuelle qui propose aux clients de vivre l'intensité d'un backstage de défilé comme si vous y étiez. Vous adoriez quand même. Hein. Un truc trop bien. Non, mais bon, après c'est bien. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Après, ça se trouve c'est super bien fait. Et, c'est pas mal. Ça permet aussi d'initier des gens qui connaissent pas la réalité virtuelle justement à ce principe de réalité virtuelle, donc ça peut être intéressant. Selon les quelques infos disponibles à l'heure actuelle, ça serait établi sur une base un petit peu comme le JR VR de Samsung avec Oculus, vous savez, donc on met un téléphone dedans. Proposera donc le backstage d'un défilé depuis certains points de vente Dior dès juin prochain. Ça sera construit par impression 3D en France, donc ça c'est pas mal, à l'aide de la société Digitas LBI Labs. C'est bien français comme nom, dis donc. Et ça serait le fruit de... Alors là ça me fait rire, de 3 mois de recherche et développement intense.
Oh, 3 mois de R&D, bah dis donc, enfin bon. Non mais je me moque, mais c'est vrai que ça fait marrant de dire, ouah, il y a eu beaucoup de R&D, il y en a eu 3 mois. Je sais pas, quand tu dis qu'il y a eu plein de R&D, tu dis qu'il y en a eu 3 ans, quoi. Mais bon, non mais il y a déjà les technos, donc pourquoi pas après. Non mais ça peut être sympa, ça peut être intéressant, et puis ça peut permettre, comme je le dis, à des gens qui sont pas du tout axés high-tech de voir un petit peu ce que c'est la réalité virtuelle, et ça c'est bien. On nous parle d'un écran 2K et d'un champ de vision à 100 degrés, champ de vision qui serait un petit peu... Je crois que l'Oculus... Alors de mémoire, je me souviens jamais si c'est 100 ou 110. Je crois que l'Oculus Rift c'est 110, ou peut-être 100 sur le DK2, faudra vérifier, je me souviens plus. Donc ça s'annonce pas mal du tout, et il y a une vidéo, si vous voulez voir un petit peu, vous tapez Dior Eyes sur YouTube, et vous verrez un joli making-of avec une nana qui essaye un Oculus Rift, un Dior Rift, un Dior Eyes. Dior Eyes, yay. Alors bah du coup en fait c'est pratique parce qu'après t'es tout démaquillé, tout décoiffé, donc du coup tu dois repasser chez Dior pour te... enfin bon. Non c'est pas mal, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est une exploitation comme une autre de la VR finalement. Allez, côté high-tech, puisqu'on est déjà à 10 minutes, à 11 minutes, côté high-tech, la fin des... Alors une info qui m'a fait un peu cogiter ce matin, parce que tout le monde en parle, mais tout le monde ne se rend pas compte qu'en fait c'était quelque chose qui devait déjà arriver il y a 2-3 ans. Il me semble déjà qu'il y avait une échéance qui n'a pas été respectée. Je vous parle aujourd'hui de la fin des zones blanches en 2G, vous savez, à la campagne, ici notamment en Auvergne. Là, j'en ai une ici chez moi. Il y a quelques années, ici, on était en zone blanche. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait aucun réseau de 2G, 3G, 4G, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de réseau mobile ici. Et en fait, il y a à peu près 10 ans, alors je ne sais plus quand exactement, il faudra rechercher, l'État avait signé un accord avec les 3 opérateurs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Free, pour mettre en place un réseau qui s'appelle le réseau Contact. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une mutualisation des antennes relais. Par exemple ici, là, si je fais une recherche de réseau, je trouverai une antenne Contact. Et d'ailleurs, en étant chez Orange ou Free, on se connecte à cette antenne Contact directement. Du coup, comment ça se passe? Et bah du coup en fait les opérateurs en fait ils se partagent la mise en place de ces antennes, et en fait quand il y en a un qui met son antenne relais, les autres opérateurs peuvent s'y connecter, et normalement ça aurait dû couvrir je ne sais plus combien de centaines de communes. L'échéance finale c'était il me semble 2013 ou 2012, je sais plus, faudra retrouver, et donc là tout ce matin tout le monde était content, ouais il y aura plus de zone blanche. Oui mais ça devait déjà être le cas il y a 3 ans les amis. Enfin, c'est juste qu'il y a du retard, du coup ils nous refont... Alors, je veux pas m'avancer, je suis pas certain qu'il y avait un engagement, une échéance fixe pour la fin avec pénalité. Là, ils nous ont fait une loi, Emmanuel Macron et Axel Lemaire, le gouvernement, tout ça, ils nous ont fait un accord, et donc il y aura pénalité. L'Arcep, il y aura des amendes si les opérateurs ne couvrent pas 100% des communes au moins avec un réseau 2G, et donc on parle de 160 communes, il y a encore 160 communes en France où il n'y a pas du tout de réseau, et donc du coup il y a un engagement, il y aura pénalité si ça ne sera pas fait d'ici la fin de l'année prochaine. Voilà, comme ça ils vont avoir un petit peu le feu aux fesses, et ça va peut-être les motiver un petit peu, parce que on nous parle d'égalité du territoire, machin et tout, mais on l'attend toujours, l'égalité du territoire en termes de communication, internet et ADSL et fibres et tout ce qu'on veut. Engagement devant l'Arcep donc, et puis la même chose en 3G à 2200 communes qui n'ont pas de 3G en France, d'ici donc mi-2017 cette fois-ci l'échéance, donc dans 2 ans à peu près. Normalement toutes les communes en France auront de la 3G. Voilà, donc ça c'est bien. Alors après il faudra voir la gueule de la 3G, parce que si c'est de la 3G à 2 mégas et qu'il y a 2000 personnes sur de la 3G à 2 mégas, ça va être génial. Mais c'est bien de faire un petit effort, et c'est vrai que c'est plutôt cool. Et donc du coup, voilà, on n'a pas encore la liste des communes, et je pense qu'ils vont, voilà, ils ont droit à la mutualisation pour la 2G, donc ils en feront aussi sans doute pour de la 3G. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça permettra un petit peu de supprimer ces inégalités, ces inégalités de communication. À savoir que Free pour l'instant ne permet pas de se connecter au réseau Contact. C'est-à-dire que là par exemple mes parents ils ont des forfaits chez Free. On n'a pas accès au réseau Contact. Free n'a pas encore sorti les sous nécessaires, je sais pas comment ça se passe exactement. On peut pas se connecter. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Il faudrait que Free se bouge un peu ses fesses quand même, parce que ça fait 3 ans qu'ils sont là maintenant. Donc il faudrait quand même qu'on puisse s'y connecter. Donc voilà, maintenant il y a encore ces réseaux-là. Ici maintenant on a de la 3G un petit peu.
On n'a pas beaucoup de 3G non plus, mais on en a un petit peu. Mais il y a encore ce réseau contact. Ça fait un réseau de, voilà, ça fait un réseau de substitution. Et après, à voir s'ils vont les laisser au bout d'un moment, ou s'ils les éteindront ou pas, ou alors qu'ils les basculeront en 3G, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien et c'est une bonne chose. Venez à la campagne, vous verrez de quoi on parle. Ensuite. Razer qui sort un truc complètement inutile, donc absolument indispensable. Il s'agit d'un tapis de souris qui s'appelle le Razer Firefly. Et qu'est-ce que ce Razer Firefly? Eh bien, c'est un tapis de souris qui fait de la lumière et ça se branche en USB. C'est super utile, absolument. C'est un truc avec des LED, un petit peu comme les souris, on va pas rentrer dans les détails. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça, donc il y a des LED sur le côté, ça fait 4 mm d'épaisseur, et ça fait joli, et ça marche avec Razer Synapse. Et il y aura un SDK Chroma, par exemple, après, on pourra faire réagir les couleurs du tapis de souris avec vos jeux. Donc on nous donne l'exemple chez Razer d'un FPS. Sauf que les mecs chez Razer, ils font des périphériques gaming, et ils ont pas compris qu'un gamer, quand il joue en FPS, il regarde pas son tapis de souris. Il regarde son écran. À un moment donné, c'est le marketing, quoi. Donc bon, c'est joli. Après, ça fait cher le tapis de souris quand même, ça fait cher le kilo. 75 € le tapis de souris, juste parce qu'il y a des LED. Après, c'est un petit confort, un petit kiff. À vous de voir si ça vous plaît ou pas. Revêtement micro-texturé, base rugueuse, anti-dérapante, 355 par 255 mm, 4 mm d'épaisseur, et ça pèse 380 grammes. Voilà, et ça sort le mois prochain, 75 €. À vous de voir. Je trouve ça un petit peu, c'est un peu too much quand même. Franchement, autant les touches d'un clavier, bon, moi j'ai des touches de couleur, je peux choisir la couleur et tout. Ça peut être utile pour les jeux. C'est pas forcément utile pour tous les jours, mais un tapis de souris, il faut quand même en vouloir, les mecs. Enfin, je sais pas. Non, mais bon, après, c'est bien, ça fait de la couleur sur le bureau. Il en faut pour tout le monde. Ça fait un peu cher quand même. Android M qui, alors ça, les amis, si c'est vrai et si ça arrive, ça va être un bon point pour Android. Android M vers un support natif du lecteur d'empreintes digitales. Les informations suivantes sont bien sûr à prendre avec les habituelles pincettes. Et c'est l'info qui nous vient de chez BuzzFeed News. Ils ont mis le doigt apparemment sur l'une de ses fonctions, et Android M, donc la prochaine version d'Android de chez Google, pourrait se doter du support natif, donc du lecteur d'empreintes digitales qui était absent de l'OS. C'était les constructeurs qui devaient rajouter un système dessus. Ça permettrait éventuellement au Nexus d'avoir un capteur de ce type, et pour l'instant Google s'est refusé à tout commentaire, ce qui dans le jargon du journalisme veut dire oui c'est vrai mais on ne le dit pas encore. Voilà, c'est pas, quand on dit pas non, c'est que c'est petit, on laisse traîner le suspense. Là, on veut pas dire si c'est vrai ou pas, donc ça veut dire que c'est vrai. Voilà, il faut partir là-dessus en général. Donc ça serait bien. Ça serait bien parce que je vous en avais parlé dans la critique du S6 Edge, et j'en reparlerai d'ailleurs dans d'autres critiques si j'ai des critiques de téléphone avec lecteur d'empreintes digitales. À l'heure actuelle, il n'y a pas de standard il y a des standards pour la charge rapide, il y a des standards pour la charge sans fil, il y a des standards pour les réseaux, il y a des standards pour le MHL, il y a des standards pour le Miracast, pour les affichages sans fil, pour les connexions aux imprimantes en réseau sans fil, machin. Il y a des standards pour plein de trucs, mais il n'y avait encore pas de standard pour les capteurs d'empreintes digitales, et ça manquait parce que par exemple, je vous donne l'exemple de PayPal. L'application apparemment est compatible avec le... Alors j'ai jamais réussi à le faire marcher, mais apparemment ça marche, donc je dois être teubé, ou alors ça marche pas en France. L'appli est pas compatible avec par exemple le lecteur d'empreintes digitales du Huawei. Par contre, elle est compatible avec le lecteur d'empreintes digitales du Samsung Galaxy S6. Donc c'est vrai que c'est couillon. Là, du coup, si ça sort, ça veut dire qu'en deux bases dans Android, on aura un driver pour ces lecteurs d'empreintes digitales, et ça veut dire que du coup, il y aura un SDK. En gros, les développeurs d'appli pourront intégrer le module de base d'Android qui fonctionnera avec tous les téléphones, avec tous les lecteurs d'empreintes digitales. Et ça, c'est bien, c'est juste génial. Je pense que s'ils font ça, on va avoir, je pense, une démocratisation des lecteurs d'empreintes digitales. Et c'est bien. Pour moi, je trouve que c'est bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien. Et puis, la petite rumeur du jour hardware, en termes hardware, parce que là on parlait du software, c'est Chopin, et non pas Chopin le pianiste, c'est Chopin LTE, c'est un nom de code d'une tablette de chez Samsung. Et une fois n'est pas coutume, Samsung n'utiliserait pas son processeur Exynos ou alors les processeurs de chez Qualcomm ni Mediatek. C'est une tablette qui embarquerait un processeur Intel. C'est très rare chez Samsung, me semble-t-il que c'est même d'ailleurs la première fois.
Intel Atom X5Z 8500, donc c'est du bon gros processeur, annoncé en mars dernier par Intel, les dernières générations du fondeur américain, des cœurs Hermon en 14 nanomètres et GPU Intel HD de 8ème génération. Voilà, c'est un bon gros processeur, c'est de l'entrée de gamme certes, mais c'est du bon gros processeur, c'est solide quoi, vous voyez. Donc c'est pas mal. Samsung n'a jamais utilisé de processeur Intel, donc c'est ça. Enfin, Android nous le confirme. Et donc ça vient encore une fois comme hier la rumeur sur le OnePlus 2 d'un Geekbench qui arrivait sur internet. Et surtout cette tablette embarquerait 4 Go de RAM, donc ça serait plutôt pas mal. Cela dit, je vois pas l'intérêt de mettre 4 Go de RAM avec un processeur d'entrée de gamme. Samsung, je comprends pas ce qu'ils font. Ils sortent une tablette super jolie, la Galaxy Tab A, mais avec du hardware de merde. Je vais dire de merde, il y en a qui vont faire oui, gna gna gna. Mais je suis désolé, ils vendent une tablette 300 euros, machin, y a rien dedans, l'écran c'est un écran 720p, c'est plus permis à cette gamme de prix à l'heure actuelle. Et bah voilà, c'est un petit peu, je sais pas, c'est... Voilà, je sais pas quoi dire. À un moment donné, je sais pas ce qu'ils foutent chez Samsung, quoi. Je sais pas, embarquer des gens qui savent réfléchir, quoi. Du coup, on verra peut-être un prototype, on verra si ça sort ou pas. De toute façon, voilà pour les news high-tech et jeux vidéo, on va basculer immédiatement sur les commentaires de la quotidienne d'hier. Pendant ce temps-là, je vais aller sur le nombre d'abonnés. Alors, parce qu'en plus, c'est plus sur la même page. Maintenant que j'ai passé les 1000, ça me met 1K. Du coup, il faut que j'aille sur l'autre page pour voir le nombre d'abonnés exact. Hop, vidéo ajoutée, je vais charger tout ça en attendant. Voilà, nous y sommes. Et on va y aller pour les commentaires. En attendant, le nombre d'abonnés qui n'a toujours pas bougé. Alors, pas beaucoup, hein. Franchement, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. 1157, ce qui nous fait un petit plus 3 tranquille du jeudi à vendredi. Ça faisait fort longtemps qu'on n'avait pas eu une hausse aussi faible. Si vous me suivez les quotidiennes régulièrement, vous en rendrez compte. On est le 22 mai et donc on verra la semaine prochaine comment ça se passe. Bienvenue à vous trois, chers abonnés mystères. Alors, les commentaires de la quotidienne d'hier, et il y en a beaucoup en plus, putain, on est à 21 minutes et je vais jamais y arriver. Allez, on est parti avec les commentaires d'hier, je vais regarder un petit peu. Alors, je vais passer pour le gros relou, mais par pitié s'il vous plaît les amis, bon, laissez des commentaires, faites comme vous voulez, mais c'est vrai que ça m'arrangerait que vous laissiez un seul commentaire parce que là, Benjamin, en plus, Benjamin, il me l'avait dit, on en a parlé parce que Benjamin, je le connais un petit peu en dehors de YouTube. Là, Benjamin m'a mis 3 commentaires, du coup, c'est en désordre et YouTube ne sait pas les classer dans l'ordre de publication. On peut pas les trier. Là, on peut pas sur un, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez qu'en haut là, si je vais sur commentaires, il n'y a pas d'option de tri ici. Et du coup, ça fait que je peux pas, ça fait pas la mise au point. Il n'y a pas moyen de trier, c'est vraiment naze quoi. Et du coup, ça fait que tous vos commentaires sont dans le désordre et du coup, c'est vrai que du coup, je réponds dans le désordre. Bon, c'est pas bien grave. Alors. Commentaire de Mickaël, super quotidienne d'hier et passe un bon week-end. Merci Mickaël. J'aime bien parce que Mickaël il laisse le commentaire la veille pour le lendemain en se mettant le lendemain. C'est pas mal. Merci Mickaël pour ton commentaire. Les commentaires de Shindo, le commentaire. Supprimer la version 8 Go de la Wii U, c'est une mauvaise idée selon moi. J'aimerais bien en avoir une perso, mais je suis déjà en train de financer, d'essayer de financer un nouveau PC pour le 6 Edge Maxi. Je dis oui. Julien Lepers, c'est oui. c'est oui, ben oui, c'est oui, évidemment, un S6 Edge géant, c'est oui. C'est possible 10 kilo-octets pour un LightOS, pour AdBlock Browser. Oui, c'est possible, apparemment, pour AdBlock Browser, c'est basé sur Firefox, donc c'est déjà le navigateur que j'utilisais, je ne suis pas trop perdu. Oui, moi j'utilise Chrome depuis toujours, en fait, sur Android. Merci Shindo pour ton commentaire. Benjamin qui répond d'ailleurs à Shindo, je suis déjà limité avec les 500 Go de ma Xbox One. En même temps, quand on a des jeux qui font 60 Go, forcément, d'avoir mis 500 Go dans une console next-gen, c'est un petit peu débile pour le consommateur qui a acheté sa console. Par contre, d'un point de vue marketing, c'est intelligent parce que je parierais presque, on fera des paris. Je parierais presque que Samsung et Sony seraient capables de nous annoncer une nouvelle Xbox One, une nouvelle PS4 avec, oh magie, un disque dur de 1 ou 2 Tera, alors qu'on pouvait très bien, pour le prix de base des lancements de ces consoles, foutre 1 ou 2 Tera déjà il y a 2 ans. Mais non, c'est bien de sortir une nouvelle version avec mieux. Comme ça, les gens, ils se disent, waouh, je vais changer ma console et hop, ils ressortent 300 €. Et oui les amis, il fallait attendre avant d'acheter ces consoles. Vous allez patiner, hein. Si vous la gardez, vous allez patiner avec 500 Go. Vous allez en chier, je vous promets. Hein.
Avec les jeux qui arrivent, ça va chier. 8 Go pour une console de cette gen, c'est clairement pas assez. Alors, c'est pas assez, mais si, c'est quand même assez. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a aucun jeu Wii U qui nécessite une installation, ou alors c'est vraiment des petits patchs. Quand tu l'achètes en boîte, les jeux Wii U, il y a très très peu de données installées sur le disque de la console, et c'est un des points forts de la console de Nintendo, c'est-à-dire que du coup, t'as pas de conneries comme ça, il n'y a pas d'histoire à se faire chier avec les espaces. Là, nous, on a une 32 Go à la maison, on n'a pas de problème d'espace dessus. Alors certes, on n'a pas 50 jeux, mais c'est vrai que je pense que ça suffit, et c'est un des bons trucs de chez Nintendo. Non, malgré leur mémoire interne ridicule, c'est pas terrible, ils auraient simplement dû la sortir. Ils auraient pas dû la sortir, cette version 8 Go. Si, c'est bien d'avoir sorti parce que ça a permis à des gens de se l'acheter quand même, la Wii U, donc c'est bien d'avoir un produit d'appel. Alors, commentaire de Benjamin, Android 5 tout court pèse environ 400 mégas aussi, environ c'est la taille d'une Nightly de Cyanogen qui ajoute en plus quelques trucs. Après pour LightOS et ses 10 kilooctets, je suis sceptique, je crois même que MS-DOS pèse plus, ça reste à vérifier, mais le truc c'est que ça fait un OS en plus auquel les constructeurs et développeurs devront s'adapter. Les rumeurs sur le projet de Google sur un OS similaire sont plus intéressantes de mon point de vue, avec un système basé au moins compatible avec Android, mais bien optimisé pour des trucs similaires à ce que ferait LightOS. Moi j'attends de voir, très franchement, j'attends de voir ces histoires d'OS qui font pas lourd pour les appareils connectés. Est-ce qu'on aura besoin d'un OS spécifique? Est-ce que LightOS permettrait pas déjà de se relier avec... Alors LightOS, ça marcherait avec iOS et Android. Du coup, ah non, mais je comprends plein de trucs. Je pense que oui, en fait. J'en sais rien, je vais pas m'avancer. Mais bon, du coup, si Android sort un truc là-dessus, ça sera sans doute pas compatible avec iOS. Donc à voir, on verra bien. La qualité de tes quotidiennes, non, ça c'est le commentaire. Tu vois, le problème c'est que du coup, Benjamin, tes quotidiennes sont en désordre. Du coup, c'est la merde. Pour moi, les technologies et le constructeur sur les jeux devront être accompagnés d'une équivalence pour l'autre marque. Qu'est-ce qui me fait le Huawei? Non, je veux pas. Alors oui, une équivalente sur l'autre marque, comme tu l'as dit, pour une techno neutre fonctionnant aussi bien sur les deux cartes. Si elle existe, pourquoi pas la coder spécialement pour le jeu, même si ça rallongerait le dev. Alors, oui, justement, ça va rallonger le développement, donc c'est chiant. C'est mieux d'utiliser un truc qui existe déjà d'un point de vue développement. Après, encore une fois, je pense qu'un développeur devrait faire le choix d'implémenter les deux techniques. Là, j'ai été tout à l'heure tester GTA avec ma nouvelle carte, et en effet, dans le lissage des ombres, je sais plus quelle option, il y a bel et bien un truc AMD, un truc à Nvidia. Donc c'est vrai que c'est bien de proposer deux machins. Après voilà, ça demande un peu plus de temps, peut-être un peu plus d'argent, mais pour respecter le joueur, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Sinon, la qualité de tes quotidiennes grandit de jour en jour, t'es beaucoup plus à l'aise qu'au début, et c'est super. Eh bien merci Benjamin, ça fait plaisir. Et puis, commentaire de Alex Autolar. Une idée de smartphone aux alentours de 350 à 400 euros. J'hésite pour le moment entre le OnePlus One et le Huawei Ascend Mate 7. Ma seule interrogation concerne le OnePlus One, dont j'ai entendu l'arrivée prochaine d'un OnePlus 2 d'ici le 3e trimestre de l'année, dont je me pose la question. Merci. Alors, à ce prix-là, qu'est-ce qu'on a à ce prix-là? Alors on a aussi le Zenfone 2 qui a l'air d'être un bon compromis de chez Asus. Tu pourras aussi trouver encore, si tu veux pas forcément le dernier haut de gamme, tu pourras prendre aussi éventuellement un G3 qui se trouve dans cette fourchette de prix là. On devrait pouvoir aussi trouver des Z3 aussi, je pense, de chez Sony dans cette gamme de tarifs là. Et alors je pense qu'on pourra trouver prochainement aussi, hier il y avait un deal chez Darty, on pouvait avoir des Nexus 6 à 392 euros, ce qui était foutrement intéressant pour ce terminal là. Il y en a plus, ça sert à rien d'aller voir maintenant, il y en a plus, mais du coup je pense qu'il y a moyen, voilà, si on veut pas taper sur la dernière gamme de cette année, on peut avoir du haut de gamme de l'an dernier pour 300-400 euros, donc à ce prix là, c'est à toi de voir, ton usage. Est-ce que 6 pouces ça te convient? Est-ce que t'as envie de bidouiller un peu ton téléphone? Parce que le Huawei est pas vraiment bidouillable, parce que c'est des processeurs iSilicon de chez Huawei justement, enfin de la fonderie de Huawei, et il n'y a pas vraiment de ROM custom en fait pour ces trucs là, donc c'est vraiment en fonction de ton usage. Après le Huawei, je pense qu'il a quand même une meilleure autonomie, la photo est peut-être moins bonne sur le Huawei. Après par rapport au OnePlus 2, oui, il sortira avant la fin de l'année normalement.
Troisième trimestre, ça fait octobre, novembre, décembre. Ça fait juillet, août, septembre. Je pense qu'il devrait sortir vers septembre. Pour moi, le OnePlus 2 sortira vers septembre parce qu'il y a l'IFA à Berlin. Et d'un point de vue marketing, en face, on aura d'autres téléphones qui seront annoncés en septembre. Donc je pense que le OnePlus 2 sortira en septembre. En tout cas, c'est ma prédiction, c'est mon estimation. Donc à toi de voir si tu veux attendre d'ici là. Tu auras peut-être un petit peu plus d'argent d'ici là pour mettre dedans. Et puis donc du coup ton choix pourrait peut-être se changer éventuellement. Et puis surtout tu pourras éventuellement envisager le OnePlus 2 qui sera quand même plus puissant que le OnePlus One. Si tu gardes ton téléphone plusieurs années, c'est peut-être mieux de prendre le dernier. Le OnePlus 2 sortirait, je pense, en dessous de 400 € quand même s'il sera un poil plus cher que le OnePlus One. À mon avis, comptez pas sur 300 € pour l'entrée le produit d'entrée sur le OnePlus 2, ça sera pas 300, ça sera plutôt 350, je pense. Surtout avec les histoires de l'euro. Donc à toi de voir, Alex. Après moi oui, forcément j'adore mon Huawei, donc j'aurais tendance à te dire le Huawei. Maintenant j'ai pas pu tester le OnePlus One, donc je vais pas m'avancer à dire c'est mieux, c'est moins bien. Mais indéniablement oui, le Huawei est un excellent terminal. Par contre, il est un petit peu au-dessus de 400 €. Il doit être à 420, peut-être le trouver autour de 400, peut-être un peu moins même en reconditionné chez Amazon notamment. C'est à toi de voir, c'est vraiment à toi de voir selon ton usage. Moi, je pense pas que... Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, c'est vraiment selon tes usages, selon tes envies. Après, considère aussi le Zenfone 2, le G3, le Z3 de chez Sony, éventuellement. Et puis sinon, si tu préfères avoir le must, je pense quand même que c'est bien d'attendre septembre. Voilà, si tu peux attendre, si tu as envie d'attendre 2 mois de plus, 2-3 mois de plus, c'est bien. Je pense que c'est bien quand même d'attendre septembre. Voilà, merci pour ton commentaire. N'hésite pas à revenir dire un petit peu ce que tu as choisi. Alex, tu as fait ton choix, il n'y a pas de souci. J'aime bien, comme ça, j'aime bien voir ce que vous avez choisi après quand vous posez une question. Voilà, on a fait le tour des commentaires. Merci d'ailleurs pour vos messages, vos nombreux messages, ça fait très plaisir. Et puis voilà. Alors... les news de la chaîne, que se passe-t-il? Eh bien, on a une grosse nouvelle, mais pas sûre, en fait. Peut-être un bug. Si vous me suivez sur Twitter, vous êtes au courant. J'en parle pas ailleurs pour l'instant parce qu'il n'y a rien de sûr. Il y a vraiment rien de sûr. Encore une fois, en fait, on nous a dit oui pour un prêt de terminal, mais apparemment, on n'aurait pas dû nous dire oui. Donc on verra, Damien est en train de voir ça, on va continuer de voir avec, normalement on aura des nouvelles définitives d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est une très grande marque encore une fois, donc ça n'augure que du bon, du très très bon les amis, du lourd, du très très lourd, je vous assure que c'est du lourd, du méga lourd, de ouf. Hier j'en pouvais plus hein. Mais du coup c'est pas très sûr, du coup c'est moins la joie qu'hier soir, mais quand même du coup on verra ça. Et puis donc je pense que le prochain terminal après le HTC ça sera le G4. J'attends les sous de retour du Nexus 6 et le Nexus 9, ça va arriver là. Ils ont initié le paiement hier là chez Top Achat et du coup ça va arriver. Et du coup là je prends bien mon pied avec le HTC là depuis hier là, ce matin. Alors la batterie qui est un petit peu short, il me reste 26% là, il est 17h48. Je vais vous montrer rapidement mon graphe de batterie. Je pense que les points faibles de ce terminal seront la batterie et alors j'ai pas testé encore les perfs, j'ai même pas fait de benchmark encore, faudra que j'en fasse. La batterie et l'appareil photo qui est pas extra, mais sinon très franchement, c'est un super terminal et il passe bien. Il a une foutue réception réseau. Alors là, faut que je regarde où je suis là et je vais vous montrer après la réception, enfin l'usage batterie. Mais alors, qu'est-ce que ça passe bien. Oh là 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 là, c'est génial. Moi, j'adore. C'est encore mieux que le Huawei. Alors, nanana, réseau, intensité signal. Alors, je suis à ah non, bah tiens, ici c'est comme le Huawei, bah c'est marrant, je suis à un petit peu moins bien, un petit peu mieux même, j'ai 85, moins 85 dBm, donc décibels M, j'ai jamais compris ce que c'était. Intensité du signal, vous voyez, en fait c'est ça, quand vous allez dans les options réseau, vous pouvez l'avoir aussi en faisant étoile dièse. Alors fais la mise au point, tu fais la mise au... Ah mais d'accord, oui, en fait je suis en luminosité manuelle, forcément on peut pas faire la mise au point. Hop, voilà. Il y a ça, et en fait, du coup, alors la mise au point maintenant,
Ça m'énerve cette caméra, voilà. Quand vous allez là-dedans, dans les informations réseau, ou alors dans étoile dièse 4636 dièse étoile, après vous aurez ça dans informations sur le téléphone. Et en fait, c'est décibé en c'est exprimé en dBm, et en fait, plus le chiffre est proche de moins 0, plus le chiffre est proche de 0, mieux la réception. Et donc là, on est à moins 85, c'est bien. Le mieux, je crois, en fait, je sais pas je crois que le maximum c'est 60, un truc comme ça, moins 60. Faudra que je vérifie à côté de mon boîtier VM2Cell. Mais là, moins 87, c'est pas mal. Ça dépend. Là, je suis à moins 85 et avec le Huawei, je suis à alors, je sais plus si je suis à moins 89 ou moins 82. Donc, faudra voir. Mais ça passe foutrement bien et le Wi-Fi passe super bien aussi. Là, ça me marque intensité excellente avec ce terminal sur la box qui est à l'opposé de la maison, alors qu'avec le Huawei, ça me signale moyen. Le Wi-Fi est juste magnifique sur ce terminal. Je sais pas si c'est le métal qui fait... Enfin, normalement, non, mais je sais pas comment ils ont fait, mais il a une super réception, c'est un truc de malade. Et aussi un truc, là, ce matin, j'ai testé, parce qu'on a des zones 2G, justement, encore, nous aussi, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Le switch entre la 2G et la 3G est instantané, presque. Ça dure une seconde, des fois, là, sur mon Huawei et d'autres terminaux, il faut 4, 5, 6, voire 10 secondes. Là, c'est bien. Franchement, non, pour l'instant, j'aime beaucoup ce terminal et c'est pas mal du tout. Franchement, j'aime bien l'utiliser. Donc, je pense qu'il aura des bons retours. Il aura mon approbation, je pense, pour l'instant. Alors, il faut encore que je teste toute la surcouche, machin. J'ai pas eu le temps encore de tester les personnalisations, tout ça. Et je voulais vous montrer avant de partir aussi l'usage batterie. Alors gros point faible, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, on peut pas avoir le temps de screen on, j'ai dû installer une application tierce pour le faire, il n'y a pas screen on. 9h54, on va dire allez 10h sur batterie, dans 5 minutes ça fera 10h. Et il me reste 26%, donc vous voyez que l'usage batterie par contre ça a douillé. Hein. Franchement, bon on va pas le voir bien sûr, mise au point, Jacqueline, allez voilà. Vous voyez que ça s'est un peu calmé là depuis que je suis rentré. Par contre, en veille, il consomme rien. Waouh, c'est génial. Ça aussi, c'est vrai qu'il consomme rien. Et j'ai fait, c'est pas extra hein, le temps screen on, j'ai 2h06. Après, j'ai fait du GPS. J'ai fait pas mal de GPS. J'avais aussi activé synchronisation permanente. Du coup, ça m'a pas mal douillé. Ça m'a dit douiller presque 10% de batterie avant que je me rende compte que c'était ce truc-là. Donc, je referai un test de batterie. Mais on est peut-être pas si mal que ça en batterie. On verra. Et par rapport au problème de chauffe dont beaucoup parlaient, pour l'instant, il chauffe un petit peu, certes, mais moi ça m'a pas choqué, donc je vous en parlerai plus bien entendu dans la critique qui arrivera. Pas cette semaine, pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après, la semaine du 1er juin. Voilà, 36 minutes, grosse quotidienne pour ce week-end. Lundi, je sais pas encore s'il y aura une quotidienne, peut-être que oui, peut-être que non, ça sera le mystère. Voilà, je peux pas dire, on verra. On verra ça, vous verrez. Voilà, vous verrez ce qui se passe d'ici là. Bah écoutez, portez-vous bien, j'espère que vous allez passer un bon week-end prolongé. Si vous bossez lundi, bon courage. Et puis voilà, ben sinon voilà, que dire d'autre. Moi j'ai joué à The Witcher. Ah putain, 60 images secondes Full HD avec Airworks, MSA, tout ce que tu veux, même sur GTA 5. Là, c'est une tuerie la 980, c'est une tuerie. Je regrette pas mon achat. C'est cher, mais je regrette pas mon achat. Bien, voilà, du coup, merci d'avoir regardé cette quotidienne. J'espère que ça vous aura plu. Vos commentaires, vos réactions aux infos, vos réactions à tout le reste en dessous. Je lirai ça dans la prochaine quotidienne, j'y répondrai bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous, éventuellement, aller faire un petit tour sur la page Tipeee qui est juste en dessous. Et je vous parlerai peut-être bientôt du défi que Ted il m'a proposé. C'est aller dans son podcast. Donc du coup, peut-être que j'irai dans son podcast bientôt. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité incessante et plein de bonnes choses à vous. Et bon week-end et à la prochaine. Salut!